C'est la seconde partie de Le Monde en 7. On va l'aborder avec une question. 2020, les réformes électorales s'imposent-elles? C'est le sujet qui fait débat à ces temps-ci. Plusieurs voix s'élèvent pour demander des réformes électorales, notamment réformes au niveau du cadre des élections présidentielles, mais aussi qu'un nouveau recensement puisse être organisé. Bien, est-ce qu'il faut le faire forcément avant la présidentielle? C'est la question que je poserai à mes deux invités. Le député Vincent Kodjo Ameganvi, secrétaire général du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Vincent Kodjo Ameganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent en direct depuis New York. Et Anani Sossou, expert en communication politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, honorable bonsoir. Bonsoir aux militants du NET, au parti. Bonsoir aux spectateurs, téléspectateurs, et qu'ils soient au Togo ou à l'international. Alors d'accord, vous, au niveau de votre formation politique, Vincent Kodjo Ameganvi, vous avez déjà votre candidat pour la présidentielle de 2020. Et on ne vous a pas trop senti sur le sujet des conditions d'organisation de cette élection. Est-ce que ça veut dire que vous prenez cela comme ça, quelles que soient les conditions, vous irez de toute façon? Nous nous préparons pour toute éventualité. Hein. Vous savez, on vient de finir 2 élections. On a participé à 2 élections. On a eu les élections législatives en 2018. On vient de finir les élections communales. Et là, nous entamons les élections présidentielles. En une année, je pense, on va faire 3 élections. On a participé à les élections dans un cadre électoral, avec un code électoral. Les élections législatives, les gens pensaient que le cadre n'était pas bien, le cadre électoral n'était pas bien. Il fallait faire des révisions constitutionnelles, à la suite du dialogue, faire beaucoup de choses. Et ils ont boycotté les élections législatives. Les élections communales, tout le monde a participé. On a participé, il n'y a pas eu grand changement, hein, il n'y a pas eu de changement tant que tel, mais on a participé à ces élections. Même pour nous, moi je vais revenir à ce qui nous concerne honnête. Nous avons fait, en tant que député, je peux parler, nous avons fait les révisions constitutionnelles la dernière fois à l'Assemblée nationale, ce qui nous a permis que pour ces élections présidentielles, au moins aujourd'hui on a les 2 tours qui vont favoriser beaucoup de choses. Et on a la limitation des mandats. Nous parlons aujourd'hui des élections présidentielles. Globalement, c'est ce qui est intéressant pour ces élections. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y aura pas de réforme électorale. Non. Il y aura une révision déjà de la liste électorale. Hein, parce que ça a été déjà annoncé. J'ai vu les communiqués de l'NPE pour les OPS. Il y a la CENI déjà aussi qui a déjà commencé par envoyer des communiqués. Donc ça ne veut pas dire que tout restera en état pour aller aux élections de 2020. Non, il y a un processus qui est en cours. Il y a des révisions, il y a des apports qui se feront. Mais bon, ça n'empêche pas qu'on organise ces élections dans de bonnes conditions. Anani Sossou, beaucoup se disent, comment a-t-on pu participer à des élections municipales avec un code électoral tel qu'on le connaît, en tout cas le cadre électoral tel qu'il est, et vouloir demander aujourd'hui que ce cadre soit réaménagé pour les présidentielles? C'est là toute l'ambiguïté des actions que posent des fois nos aînés de l'opposition. Parce qu'ils ont boycotté les élections législatives de 2018 parce qu'ils voulaient d'abord une parité à la CENI, une réorganisation de la CENI, une parité. Et au bout du fil, il y avait cette parité qui avait été acquise, même si c'était de haute lutte. Cette parité avait été acquise au 8-8. Et finalement, ils ont refusé d'aller prêter serment au niveau de la Cour constitutionnelle. Et l'autre, quoi que je ne maîtrise pas non plus, c'est le fait d'appeler des militants à ne pas se faire recenser sur les listes électorales. Alors que on sait que aller se faire recenser, obtenir sa carte d'électeur ne signifie pas forcément qu'on devrait aller voter. On peut alors obtenir la carte d'électeur et au moment venu prendre la décision soit de boycotter, soit de participer. Mais ce qu'il y a, c'est que les électeurs auront déjà leur carte d'identité. Et lorsque lors des élections municipales, on avait ouvert
d'Alice pour les révisions, on a demandé que des gens, des militants de l'opposition, naturellement, aillent se faire recenser, aillent s'inscrire plutôt sur les listes électorales. Et on a vu que le temps imparti n'était pas suffisant, c'est-à-dire qu'on a accordé que 3 jours. Or, 3 jours, c'était pas suffisant pour l'ensemble des militants de l'opposition de pouvoir s'inscrire. On a eu en tout et pour tout que 300 000, d'après les décomptes de cette même opposition-là, on a eu que 300 000 personnes qui sont allées s'inscrire. Or, on sait que le recensement est un processus très coûteux, qui demande des financements énormes, qui demande aussi des ressources humaines énormes et qui demande de la logistique énorme. Mais nous sommes déjà à 6 mois de l'élection présidentielle. Je me pose la question de savoir si on peut valablement encore organiser un recensement d'ici là, avant les élections présidentielles. Or, nous savons que les élections présidentielles à venir sont à 2 tours. Et que, en principe, selon la loi, selon la Constitution, l'élection présidentielle devrait avoir lieu 60 jours avant le terme du mandat du président sortant. Or, le chef de l'État sortant, M. Faure Gnassingbé, a prêté serment le 4 mai 2015. Donc, si on fait bien le calcul et que c'est une élection à 2 tours, en principe, cette élection devrait avoir lieu soit fin janvier, soit début février, au plus tard. Donc, est-ce que nous avons le temps matériel? On est déjà ici au mois de... à la mi-octobre pratiquement. Est-ce qu'on aura le temps en 2 mois et demi ou bien en 3 mois d'organiser un recensement avec tout ce que ça comporte comme moyens financiers, moyens logistiques et moyens humains? Est-ce qu'on aura tout ce temps? Ça, c'est la grande interrogation que je dis. Mais néanmoins, il faudra que, au lieu que la CENI fasse une révision des listes électorales sur 3 jours, on pourrait peut-être prolonger un peu de jours, pour permettre aux militants de l'opposition de vouloir jouer pleinement leur rôle de citoyens pour qu'ils puissent voter. Alors, sur la question spécifique de révision, de recensement, au niveau du nouvel engagement togolais, vous êtes favorable à quoi? Un recensement intégral ou juste une révision? Vous vous en contenterez? Si nous ne serons pas conséquents avec nous-mêmes si nous demandons un recensement, un nouveau recensement, parce que nous avons participé au processus. Nous avons un membre à la CENI. Nous avons participé au processus de bout en bout depuis les premières heures. Nous avons participé au travail du premier fichier avec le recensement. Nous avons participé à la révision des listes pour les élections communales. Et nous ne serons pas conséquents envers nous-mêmes en demandant un nouveau recensement. C'est une logique. Moi, je suis... il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Aujourd'hui, une révision, oui, une révision, parce que ce n'est pas tant les nouveaux électeurs ou bien les gens, c'est plutôt ceux qui n'ont pas eu la chance de se faire recenser, qui vont aller aujourd'hui. Si nous prenons le fichier électoral, bon, le nombre de personnes qui restent aujourd'hui à recenser n'avoisine pas ce que nous avons déjà fait. Il y a eu une majorité qui a plus de 3 millions. Plus de 3 millions, si on s'en tient au chiffre de la CENI, c'est énorme déjà. On a combien de votants au Togo et combien reste. Donc, refaire tout ce processus-là, ça va coûter beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'énergie, et je ne saurais dire l'avantage de refaire tout ça là, sachant qu'on a fait une révision déjà pour les élections municipales et les gens appelaient les militants et sympathisants à aller se faire recenser, la population à aller se faire recenser, ce qui a été fait. C'est vrai que ça n'a pas été suffisant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une révision, une nouvelle révision. Mais est-ce que par devoir de solidarité au niveau de l'opposition, puisque vous êtes un parti d'opposition, avec ce que demandent les autres, enfin un certain nombre de partis d'opposition, est-ce que vous ne les soutenez pas dans cette demande-là? En politique, on ne fait pas joli-joli. Non, ce n'est pas pour faire joli-joli que nous sommes en politique. Nous avons une idéal, nous avons un but, nous avons des objectifs à atteindre. Et moi je dis, si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que les gens ont fait des erreurs et nous ne sommes pas sur la piste de refaire ces mêmes erreurs-là. Il ne faut pas, je vais peut-être dire, faire une chose et son contraire. Non, on s'est lancé dans un processus. On a évolué dans ce processus. On ne veut pas revenir en arrière pour dire que non, ce que nous-mêmes nous avons participé à faire, nous allons digner aujourd'hui ça. Non, c'est pas logique. Je ne sais pas dans quel
logique, ce serait, mais pour moi, en tout cas pour moi, pour mon nouvel engagement, ce serait. Mais s'il y a des discussions élargies et que l'ensemble des acteurs politiques disent que non, nous voulons que qu'on refasse tout, ben, on avisera au moment venu. Alors, vous comprenez d'un autre côté qu'à chaque fois quand il y a élection, on fasse une fixation sur le fichier électoral. C'est important, un fichier électoral pour... C'est très important, le fichier électoral, parce que le fichier électoral au Togo, il faut le dire, est totalement corrompu. Mais celui que nous avons actuellement date de 2018. Oui, mais le fichier électoral est corrompu. Pourquoi? Parce que il y a un problème fondamental, c'est que en dehors des grandes villes, dans les fermes reculées, il y a un problème d'obtention de carte d'identité pour les électeurs. Ouais. Les gens n'ont pas de carte d'identité et selon les statistiques, il y a au moins 75% de la population togolaise qui n'a pas de carte d'identité. On aurait pu déjà en amont limiter les fraudes au niveau des listes électorales en faisant en sorte que chaque citoyen puisse disposer d'une carte électorale. Or, dans les villages, ce sont les paroles des chefs cantons qui font foi. Au niveau... Dans les villages, j'ai même envie. Voilà, généralement. Généralement, c'est les paroles des chefs cantons, bien des autorités morales, voilà, qui font foi pour l'obtention de la carte de la naissance, de la nationalité. Or, il peut se faire que le chef canton, bien le notable, puisse, au nom de son parti, je ne sais pas, quel que soit le parti, au nom de son parti, faire enregistrer des gens sur les listes électorales, alors que peut-être que c'est des gens qui sont mineurs, c'est des gens qui ne sont pas des Togolais, qui sont des étrangers, ou bien qui est déjà, même au niveau des listes électorales, des gens qui sont déjà décédés, des gens qui sont partis à l'étranger, etc. Donc, il faut vraiment faire un travail à ce niveau-là pour que chaque citoyen puisse disposer d'abord de sa carte d'identité et ensuite comme ça, je précisais tout à l'heure que l'actuel fichier date de 2018. Il est très récent. Oui, mais... Là, on a greffé en simplement. 2018, ce n'était que des vivants qui se sont enregistrés. Donc, vous n'êtes pas Dieu, Samuel, vous n'êtes pas Dieu pour savoir qu'il n'y a que des vivants. De 2018 à maintenant, il y a eu beaucoup de décès au Togo quand même. Mais il faut, en 2018, à octobre 2018, mais il faut préciser tout de même que le recensement qui a été fait s'est greffé sur une ancienne liste électorale. C'est pas une liste... Non, on a dit que c'est complètement apuré. C'est à zéro qu'on a repris les choses. Non, mais les experts de la CEDEAO ont quand même trouvé, au niveau du recensement, ils ont quand même trouvé des doublons. Qu'ils ont enlevé, mais rien ne justifie pas que ces doublons puissent encore exister. Rien ne les justifie, puisqu'il y avait un travail qui a été fait par les experts de la CEDEAO, mais de 2018 aux élections municipales, où il y avait eu encore une révision électorale, et il y en aura encore maintenant, il se peut que ce soit encore des fichiers corrompus. Mais ce que je voulais dire, au-delà de ça, c'est de pouvoir associer l'ensemble de la classe politique, qu'elle soit de l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, de pouvoir les associer à cette prochaine révision et à ce dépluchage, j'allais dire, du fichier électoral. Comme ça, ça éviterait que les uns disent qu'ils n'ont pas été... Ils ont été exclus du processus et ça éviterait même qu'on nous dise après qu'il y a eu fraude. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, exclure aujourd'hui certains partis parce que ils sont dans l'opposition ou bien parce qu'ils avaient déjà appelé au boycott du recensement ou bien des révisions électorales, les exclure du processus pour la présidentielle parce que, au-delà de tout, c'est la présidentielle qui est l'élection la plus importante dans la vie d'une nation. Et pour éviter les éternels problèmes qu'on a eu au Togo depuis le processus démocratique en 90 avec les élections qui se sont succédées, pour éviter tout ce problème, je pense que un mini-dialogue national peut s'opérer où on invite tous les acteurs à s'insérer dans le processus de révision des listes électorales et dans l'épluchage, j'allais dire, des listes électorales, pour que les gens ne disent pas après on m'a volé, comme on a l'habitude de l'entendre. Il est important que, par exemple, sur un sujet comme ça, la classe politique, pouvoir, opposition, se retrouve pour en parler. On va encore sur le terrain d'un dialogue, ça. Les dialogues n'ont pas forcément réussi pour le peuple togolais. Non, mais ce dialogue aura simplement pour cadre, si on doit l'appeler dialogue, mais moi je parle plutôt de concertation. Cette concertation aura simplement pour objet le cadre électoral. Oui, mais vous savez, on a un bon code électoral, mais on n'applique pas souvent à fond. C'est pour ça qu'on est en train de discuter sur ça. Parce que dans le code électoral, il est permis à chaque candidat d'envoyer une personne, au moins un représentant,
sont représentants à la CENI et dans ces démembrements. Exactement. Ils n'ont pas de voix législative, mais ils suivent de près. Exactement. Si chacun de nous aujourd'hui, ou bien chaque candidat aujourd'hui, on décide même d'appliquer notre code électoral à fond, ben, il n'y aura pas ce problème parce que nos représentants ou bien les représentants des candidats sont là, sont à l'intérieur de la CENI pour suivre ce qui se passe, suivre du fichier électoral jusqu'à la fin et dénoncer quand il y a des bavures. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas empêcher, mais quand ils viennent dénoncer, tout le monde va ouvrir les yeux sur ce qui se passe et on ira à fond chercher vraiment s'il y a problème ou pas. Donc, concertation encore pour... Bon, on sait comment ça se finit, comment ça finit. Donc, moi je pense plutôt qu'il faut appliquer maintenant le code électoral, que chaque candidat envoie son... Mais j'allais demander à M. Vincent, mais qui applique le code électoral? C'est nous, c'est D'accord, donc il faut non, c'est pas tout le monde. Il y a la CENI qui est là. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que une chose est que le code prévoit ça, mais une chose est que nous aussi, acteurs politiques, les appliquons, envoyons nos représentants. Si vous n'envoyez pas, on ne va pas venir vous chercher de venir assister ou bien on ne va pas vous demander. Non, il faut qu'on le fasse et quand on se retrouve face à un bloc ou bien à une opposition, on va dénoncer ça. C'est là où je veux en venir. Au-delà même de cette question de liste électorale, il y a un profond et un malaise aussi qui se pose, et souvent moi j'impute la responsabilité à nos aînés de l'opposition. Il y a un peu plus de 9000 bureaux de vote au Togo. Oui. Moi je me demande comment est-ce que des partis qui sont au Togo, des acteurs politiques qui sont là depuis 30 ans, n'arrivent pas à avoir au moins 9000 représentants dans les bureaux de vote. Parce que au-delà des grandes villes, des grandes agglomérations, quand vous allez dans les villages, dans des coins reculés, UNIR arrive quand même à avoir des représentants partout. Et le pire, c'est que pour faire de façon démocratique, UNIR même prend ses représentants et leur dit, toi tu es CDPA, l'autre est ANC, et l'autre est UNIR, et ils les mettent. Or, tous sont des militants UNIR, qui sont dans des bureaux de vote, et après ils signent au nom de ces militants. Donc, je me demande comment est-ce que cette opposition-là veut gagner des élections si on n'arrive pas à sensibiliser les militants. Parce qu'au Togo, il faut le dire, il y a une question de manque de notion de citoyenneté. Parce que les partis politiques ont raté leur mission d'éduquer la masse, d'éduquer leurs militants à être d'abord des citoyens. Il y a des citoyens qui sont imbus, pétris de la chose publique, qui doivent vraiment s'investir pour que cette élection, les élections, on ne puisse pas courir d'abord derrière eux avant que eux-mêmes, spontanément, n'aillent représenter leur parti dans les différents bureaux de vote. Or, les partis politiques ont raté cette mission. Ils ont tellement, tous les partis politiques, opposition comme pouvoir, ils ont tellement, comme je dis d'habitude, lobotomisé le cerveau de leurs militants à telle enseigne que tout ce que les militants savent faire, c'est d'applaudir leur patron, sans pour autant se poser des questions de savoir pourquoi il y a eu toujours des échecs au niveau des élections, des différentes élections, et qu'après on crie à la fraude, au vol. C'est que l'opposition n'est pas arrivée à donner une culture de citoyenneté à ces militants pour que ces militants-là soient dans les bureaux de vote, puissent suivre le déroulé, le dépouillement, puissent suivre la centralisation et l'agrégation des PV. Pour revenir sur ça, je ne pense pas que l'opposition a failli à sa mission. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où la misère est tellement grande que des fois, moi je me rappelle, je raconte ça souvent, on organise des fois un temps des formations citoyennes au sein du parti, au siège du parti, et vous appelez les citoyens de venir suivre la formation, vous demandez, on va les payer. Clairement, ils te demandent ce que vous avez. Mais vous me rejoignez quand je dis que vous n'avez pas donné une notion de citoyenneté, vous n'éduquez pas vos militants. Vous rejoignez exactement ce que je dis. Les éduquer comment si les gens ne viennent même pas? Parce que vous savez... Mais il faut commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. C'est parce que vous refusez de leur inculquer cette notion de citoyenneté. Vous demandez d'abord, est-ce qu'il faut les payer? Parce que le soubassement de la politique au Togo se résume à l'argent. Et c'est ça qui est dommage. Nous avons décidé de la politique de payer, là, nous ne sommes pas dans ça. Aujourd'hui, vous savez que les militants au Togo, les partis politiques n'ont pas vraiment de militants, mais c'est des sympathisants. Parce qu'un militant, c'est quelqu'un qui est là
qui cotisent, qui participent aux activités du parti. Est-ce que c'est des sympathisants, c'est des sueurs, plutôt? Bon, mais c'est parce que les gens se... Parce que les sympathisants aussi cotisent. Oui, les sympathisants aussi cotisent des fois, mais ils n'ont pas ce sens même de responsabilité parce qu'ils ne se voient pas réellement. C'est une question d'idéologie. La personne se dit, bon, je veux un changement, je vais peut-être suivre telle personne parce qu'il prône un peu quelque chose qui semble paraître ou bien qui rejoint Mais un peu. c'est ça que je dis, la responsabilité incombe à vous, les politiciens. C'est vous qui n'arrivez pas à éduquer, à donner le sens du droit et du devoir du citoyen à vos militants. Ça, c'est votre faute. Vous avez, depuis, je peux comprendre que vous êtes arrivé en politique il n'y a pas longtemps, avec le nez, je peux comprendre. Mais on aurait dû, déjà dès le processus, le départ de démocratisation, dire aux citoyens qu'ils ont des droits, mais également ils ont des devoirs. Et que c'est pas seulement, c'est l'État aussi qui a failli. Mais l'État ne va pas venir, par exemple, éduquer, donner une éducation ou bien du militantisme, comment être citoyen aux militants du net, par exemple. Je peux comprendre que l'État peut instaurer l'éducation civique comme nous, on avait eu. L'éducation civique. Je pense qu'on ne va pas s'entendre sur ce sujet. C'est un sujet très pourquoi alors, si l'État a failli, pourquoi vous, les partis politiques, vous ne prenez pas la responsabilité d'éduquer vos militants? On a évoqué tout de suite la question même du fichier électoral qui fait objet de préoccupation pour beaucoup de partis. Il y a un autre sujet qu'on a retrouvé, par exemple, sur un courrier envoyé au chef de l'État, c'est la question de la composition de la Commission électorale nationale indépendante. Elle s'impose? J'allais dire oui. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, dans l'esprit d'apaisement, on aurait pu demander à l'opposition extra-parlementaire de présenter, une fois de plus, quelques candidats. Mais il y en a déjà. Oui. Mais il y en a déjà, notamment le CAR et l'ADI qui sont représentés en tant qu'opposition parlementaire. Il y a beaucoup plus proche du pouvoir. Mais étant donné qu'il y a des forces politiques qui sont représentatives, beaucoup plus représentatives de la population que la plupart de ces partis qui sont à la CENI, notamment la ANC qui a toujours été en 2010 deuxième derrière M. Fornia Singbe. En 2015, également deuxième avec plus de 30% de l'électorat. On aurait pu, et puis maintenant, il y a une force. Donc en 2015, c'était la CAP 2015 qui avait porté la candidature de M. Jean-Pierre Fabre. Donc c'est une force quand même qui représente pas moins de 30% de l'électorat togolais. D'après les chiffres officiels qu'on nous donne. Parce que moi, je ne suis pas sûr que ces chiffres soient totalement fiables ou pas. Mais je dis, d'après les chiffres officiels, il y a au moins 30% de la population qui est derrière cette opposition-là, qui n'est pas représentée à la CENI. Mais dans un souci d'apaisement, et comme je parlais de concertation, on aurait pu, ou bien il faut peut-être envisager, ne serait-ce qu'avoir au niveau de la C14 un représentant, au niveau de l'ANC aussi un représentant de la CENI. C'est important de l'avoir, par exemple, la coalition de 14 qui demande même qu'on revienne à une composition paritaire de la CENI. L'ANC qui dit qu'il faut discuter de la composition de la CENI. C'est important de parler de ce sujet-là. Je souris un peu parce que pas trop loin de nous, on avait eu une composition paritaire 8-8. Les gens ne sont pas y allés. Qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, même si on dit 10-10, les gens seront. Je ne vais pas. Le code électoral dit quoi? La composition de la CENI, c'est comment? Il y a la majorité parlementaire, l'opposition parlementaire, les partis extra-parlementaires et un représentant de l'administration, plus la société civile. C'est comme ça. Maintenant, les gens qui se retrouvent dans l'opposition parlementaire, qui se retrouvent dans chaque entité, même dans l'opposition extra-parlementaire, qui ont déposé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que avant les élections municipales, on a refait la composition, on a refait la CENI, on a fait l'appel à candidature. Les gens ont déposé. C'est pour ça aujourd'hui vous avez l'ADI et le CAR qui sont aujourd'hui à la CENI. C'est des partis qui étaient membres de la C14. Donc on ne peut pas dire que la C14 n'est pas représentée au sein de la CENI aujourd'hui. Maintenant, si... le CAR n'est plus membre de la C14. Oui, aujourd'hui, la C14, beaucoup de... Même l'ANC n'est plus membre. L'ADI non plus n'est plus membre de la C14. Oui, bon, voilà. Maintenant, à l'instant T, si on veut encore recomposer une CENI avec une nouvelle composition,
ça ne nous engage en rien. Hein. Maintenant, comment les gens vont discuter pour envoyer l'opposition extra-parlementaire? Parce que les dossiers... on dépose le dossier au niveau de l'Assemblée, c'est l'Assemblée qui désigne les gens qui vont y aller. N'empêche, vous êtes parlementaire, vous pouvez peut-être voter une loi pour augmenter un peu légèrement le nombre. Est-ce qu'en même temps, Nani Soso, on va faire des choses à chaque fois pour contenter certaines personnes? Non, vous savez, le Togo est un cas spécifique. Le problème togolais est un problème spécifique. C'est pour ça que j'appelle depuis un certain temps au sens du compromis pour un apaisement. Et comme je disais sur ton plateau la dernière fois, les élections municipales ont quand même démontré que le Togolais est capable de trouver des compromis nécessaires, étant donné que des militants, des élus UNIR ont voté pour l'opposition et des élus de l'opposition ont voté pour UNIR. Ça prouve à suffisance qu'on peut avoir le sens du compromis. Donc, le cas du Togo étant un cas spécifique et dans un souci d'apaisement, étant donné que déjà, il y a un problème qui se pose depuis le 8 mai 2019 sur la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé. Bon, il est dans ses droits, étant donné que la nouvelle constitution est entrée en vigueur, a été promulguée, etc. Il est dans ses droits. Mais dans un souci d'apaisement, pour contenter tout le monde, une fois pour de bon, pour qu'on ne retombe plus, pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes tralala. La République doit chaque fois s'abaisser pour certaines personnes. Non, c'est pour ça que je dis justement que le cas du Togo est un cas spécifique. Nous connaissons ce que ça a donné, ce que ça donne dans ce pays, quand il s'agit de la politique, avec son cortège de violence, à chaque élection, avec son cortège de violence, où les langages sont des langages radicaux, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition. Mais les Togolais en ont assez de ce bis repetita, où chaque fois, on va aux élections, et puis c'est la violence, c'est la violence, c'est la violence, et au finish, les populations perdent tout au niveau du pouvoir d'achat, au niveau des vies humaines, au niveau du développement, les populations perdent tout. C'est pour éviter désormais qu'on se retrouve dans ce cycle infernal, élection-violence, que moi je demande qu'il y ait un compromis nécessaire pour calmer tout ce beau monde-là. Qu'est-ce qui empêcherait l'État, par exemple, ou bien les députés à l'Assemblée nationale, de faire un rajout au code électoral de 17 à 19. De 17 à 19 pour contenter la C14 et la NC et les mettre dans le même moule afin que chacun puisse. Pour que chacun puisse. Il faut avoir l'équilibre après. Quand vous ajoutez pour l'opposition et ça, vous êtes obligé d'ajouter pour les autres. Donc ce qui revient un peu encore à la même chose. Vous savez, à chaque fois qu'on commence par dire qu'on va faire des compromis pour arranger la situation, c'est toujours au détriment de certaines personnes. Ça s'est passé pour la CENI passée, c'était à notre détriment. Nous, on a dû démissionner pour laisser la place aux gens. Ça a créé des frustrations. Mais on ne trouve pas... quand c'est pour certains, on dit que bon, ça va, mais quand c'est pour d'autres, on dit que non, c'est pas... Non, on ne fait pas... Mais il y a aussi une notion de représentativité. Oui, vous avez écouté des gens qui ont dit que même les élections municipales ont montré que dans l'opposition, c'est eux les patrons. Oui, on ne refuse pas. Il y a les chiffres. Comment on peut laisser sur le carreau 30% de l'électorat togolais? Aujourd'hui, on ne dit pas de laisser sur le carreau. J'ai dit tout à l'heure que aujourd'hui, chaque candidat a la possibilité de se faire représenter à la CENI. C'est une possibilité qu'on peut approfondir. Je ne dis pas que tout est figé, qu'on ne peut plus rien faire. Non, c'est possible. Mais à chaque fois, ce que je dis, c'est qu'à chaque fois qu'on dit qu'on se lance dans des compromis, on le fait au détriment de certaines personnes. Ça, c'est l'histoire de notre pays nous montre à suffisance que c'est ce qui se passe. Et ça crée des frustrations. Donc, si aujourd'hui on arrive à trouver une solution, on dit bon, ok, on ajoute certaines personnes. Nous, ça ne nous dit rien. Si on va changer le code pour dire qu'on va ajouter certaines personnes pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité. La meilleure solution, à mon avis, je l'ai déjà proposé à plusieurs reprises, c'est de faire comme au Sénégal, d'avoir une commission électorale nationale totalement indépendante, Vous allez dire les indépendants. d'avoir des techniciens. Vous allez trouver... Non, mais bon, bien sûr, si le Sénégal l'a fait, si au Bénin, on a un Sénat qui est complètement autonome, au Togo, pourquoi on ne le ferait pas? Il y a des techniciens, des gens qui sont chevronnés en matière de... Pas de coloration. Mais non, la question ne se pose pas au niveau de la coloration, parce que... C'est une question de confiance. Non, mais monsieur Vincent, laisse-moi te dire que lorsque des gens
vont se responsabiliser, on va les responsabiliser et qu'on va leur dire, voilà, votre mission, c'est que vous êtes à la CENI, vous pilotez les élections de bout en bout, sans état d'âme, sans parti politique pris, hein, mais c'est des gens qui vont travailler. Parce que, par exemple, moi, je peux être d'un autre parti politique, toi, tu seras d'un autre parti politique, sans que moi, je sache de quelle obédience tu es. Hein. Mais et dans ce cas, si, par exemple, je fais mettre des dispositions, ou bien, lors du processus, je fais des trucs qui vont à l'encontre de l'autonomie même de l'institution, eh bien, toi, tu ne me laisseras jamais faire selon ma guise. Donc, il faut essayer de dépasser le cadre des politiques en matière d'organisation des élections. Sinon, on tombera toujours dans les mêmes travers et à chaque fois, on dira toujours que tel parti va toujours dire que moi, je n'étais pas présent à la CENI. Voilà. Donc, il faut trouver des techniciens. C'est une politique. C'est à l'issue d'un dialogue qu'on a décidé, c'est la classe politique ensemble qui a décidé que... Mais la meilleure solution aujourd'hui, c'est de dépasser ce cadre politique-là pour trouver des techniciens qui pilotent, des techniciens qui pilotent ce processus de bout en bout. Le chef de l'administration territoriale qui avait lancé l'idée d'une CENI technique. Je me rappelle, le chef de l'État en a même parlé dans un discours. Voilà, on a commencé par convoquer les gens, inviter les gens à débattre, mais les gens disent non, on ne va pas entendre parler de ça. Bon, vous voulez quoi, qu'on fasse quoi maintenant? L'État peut l'imposer aussi. Le Parlement peut voter sur ça. L'État peut aussi l'imposer pour éviter les travers. On ne doit pas éluder, c'est que vous avez une CENI technique, donc vous enlevez les partis politiques des CENI. Or, en étant représentés, les partis ont des avantages aussi. C'est pas que parce que je veux observer les élections, c'est pas ça qui pousse les partis forcément à y aller. Les avantages comment? Dans les CELI, il y a des avantages pécuniaires qui sont là. Mais est-ce que je savais avant de vous poser cette question-là, je savais avant de vous poser cette question quel type d'avantage. Toutes les agitations autour, c'est forcément pour profiter aussi de ça. Il faut arrêter avec cette histoire d'argent dans ce pays-là. En politique, parce que ça devient du marchandage. Et c'est ça qui fausse toutes les donnes. Il faut arrêter parce que j'ai mon représentant, je suis chef de parti, j'ai mon représentant, ça lui permet d'avoir de gagner de l'argent, et puis de cet argent-là, il va prendre une partie pour mettre sur le compte du parti, etc. Il faut arrêter avec tout ça là. C'est ça qui fait qu'il y a du marchandage politique au Togo. Il faut composer avec une CENI technique, avec des fonctionnaires qui sont là, qui ne réfléchissent que par la bonne marche de l'institution. Les partis politiques n'ont qu'à trouver des moyens de s'autonomiser. Les partis politiques, les militants des partis politiques n'ont qu'à trouver du travail pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas parce qu'on est en politique et qu'il faut forcément chercher à être membre d'une institution de l'État pour pouvoir gagner de l'argent, parce qu'on est politicien. Non, ça fausse complètement les donnes. Les militants, s'ils veulent vraiment aider leur parti, n'ont qu'à trouver du travail et n'ont qu'à faire leur devoir de militants en ce sens qu'ils vont cotiser pour leur parti politique. Il ne faut pas attendre chaque fois que l'État paye et en retour, on paie le parti. Donc ça fausse le débat. Il faut une CENI technique. Je crois que c'est la meilleure solution pour qu'on arrête définitivement avec les fraudes électorales. Vous pensez que si la question, par exemple, de composition de la CENI doit être évoquée, c'est entre extra-parlementaires, ils doivent s'entendre? Non, ça se discute à l'Assemblée. Non, c'est d'abord parce que là, actuellement, dans la composition actuelle, on sait que les partis parlementaires ne sont pas concernés par ce débat-là. Donc, c'est à eux de s'entendre entre extra-parlementaires. Non, je n'irai pas juste dire que c'est à eux de s'entendre entre extra-parlementaires, parce que c'est pour créer d'autres problèmes encore. Non, parce que moi je vois aujourd'hui votre posture. Oui, à l'époque où le débat faisait rage, vous étiez extra-parlementaire et on n'a pas hésité à dire dégommez-les. Bon, aujourd'hui, vous êtes dans la posture de parlementaire et vous observez simplement, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça les amuse. Non, ça les amuse. Ça les amuse. C'est cynique de ma part. Mais non, la politique, il y a du cynisme aussi dedans. Ça les amuse complètement. Non, mais c'est vrai, moi aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est qu'on respecte le code électoral. C'est ce qui m'importe. Mais il est clair qu'aujourd'hui, le net ne libérera sa place pour personne. C'est ça. Ça c'est clair. C'est clair et net. Aujourd'hui, nous sommes pas. Voilà. Faut même pas, je ne pense même pas à ça. Parce que vous avez vos avantages. Pas seulement, c'est un droit pour nous. C'est un droit. C'est ce que le code dit. Vous savez, on a eu à faire des sacrifices. En 2018, on a cédé notre place à la CENI pour rien. Ça n'a rien donné.
On a cédé notre place, mais ça n'a rien donné. On a fait un sacrifice. On ne va plus refaire ça. Parce qu'aujourd'hui, la CENI, pour démissionner de la CENI, c'est que... Même au nom de l'intérêt national, Vous appelez quoi l'intérêt national? Nous n'avons pas... Pour un esprit d'apaisement, par exemple, pour un esprit d'apaisement. Nous ne sommes pas des Togolais, notre intérêt ne compte pas. Mais non, je dis dans un esprit d'apaisement, par exemple, si par exemple il advenait que la solution passe par l'éjection de... On pensait que la solution pouvait passer par là, on avait démissionné, mais ça n'a rien donné. Aujourd'hui, on ne va plus faire cette erreur-là. C'est une erreur. On ne va plus... Aujourd'hui, nous sommes partis parlementaires et le code dit que les partis parlementaires ont leur place là-bas. Après 5 ans, quand on ne sera plus là, peut-être d'autres personnes viendront, ils vont faire... Après 6 ans. Pourquoi 6 ans? Le test, c'est 5 ans. 5 ans pour ceci. Normalement, ça prend effet à partir de la prochaine législature. Après 2023, alors. Nous sommes là. Maintenant, après, nous, si nous, les Togolais pensent que nous n'avons pas bien géré les choses et qu'ils ne nous renouvellent plus notre mandat, ceux qui seront là, ben, ils seront partis parlementaires en ce moment et ils iront, ils appliqueront le code comme ils entendent. Mais aujourd'hui, je ne pense même pas, ce n'est même pas dans mon imagination que le net va céder sa place à la CENI à quelqu'un. Non. Donc, ça veut dire que vous répondez à ma question directement. C'est aux extra-parlementaires de régler ça entre eux. Bon, si moi je parle en c'est-à-dire que oui, puisque nous évoquons la CENI en général, que le cas l'a dit, le PDS asseye, si le cas veut bien laisser sa place à l'ANC, s'il a dit il veut bien laisser sa place à la ça va être complètement, ça va être impossible. On regarde même de l'animosité qui est entre les partis de l'opposition actuellement, demander au cadre de céder sa place pour l'ANC, ou bien demander à Adi de céder sa place pour il vient de démissionner de la C14, de céder sa place pour un membre de la C14, ou bien au cadre de donner sa place à la NC, il ne faut même pas rêver. D'accord. Même dans les rêves les plus fous. Puisque nous parlons de réforme électorale, il y a aussi un autre point qui a été évoqué, c'est la recomposition de la Cour constitutionnelle. Elle fait partie de la feuille de route et jusque-là, elle n'est pas effective. Elle n'est pas effective parce que il y a certains qui disent que ceux-ci doivent finir leur mandat d'abord pour penser à une éventuelle recomposition. Oui. Bon, si on veut vraiment appliquer la feuille de route de la CEDEAO, je pense que normalement on devait faire cette recomposition. Mais, encore une fois, le mandat de cette Cour n'est pas encore fini. On peut se dire qu'on attend la fin du mandat de cette Cour pour pouvoir... Non, on n'a pas la feuille de route de la CEDEAO. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. Normalement, la feuille de route n'a pas précisé à quel moment justement. Ça, c'est les lacunes de notre feuille de route qu'on a vue là. Ça n'a pas précisé à quel moment il faut le faire. Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est à la fin du mandat de cette Cour? Est-ce que bon, ça n'a pas été précis. Maintenant, pour aujourd'hui, tout le monde est en train de crier, il faut le faire, il faut le faire. Bon, si on s'assied, on dit qu'on va le faire, on va le faire. Ça enlève aussi le droit de ces personnes-là, de ces personnalités qui sont à la Cour, de finir leur mandat. Donc, c'est ce que je dis encore une fois, à chaque fois qu'on veut résoudre un problème au détriment, on arrive à le résoudre au détriment de certaines personnes et ça crée des frustrations. Donc, bon, s'il faut attendre à la fin de cette Cour, du mandat de cette Cour, bon, ce serait plus judicieux, à mon sens, ce serait plus judicieux d'attendre, il ne leur reste plus beaucoup, qu'ils finissent et qu'on renouvelle, qu'on refasse la composition avec l'indication de la... Non, mais il faut dire quand même, pour répondre un peu à l'honorable député, il faut dire quand même que la feuille de route de la CEDEAO était un compromis politique. Et un compromis politique dépasse même le mandat en cours des actuels membres de la Cour constitutionnelle. Étant donné que c'est un compromis politique et qu'il faut... Non, monsieur... Vous savez que nous n'avons pas participé à ce dialogue. Non, je disais, on parle de la Cour constitutionnelle ici, on ne parle pas du net. La Cour constitutionnelle, on a dit... La feuille de route de la CEDEAO précise qu'il faut une recomposition de la Cour, même si... Les médiateurs ou bien la CEDEAO n'a pas précisé la date. Je crois que l'esprit de la feuille de route, c'était d'apaiser le pays. Et pour apaiser ce pays, il faudra appliquer dans son intégralité toutes les décisions qui sont contenues dans la feuille de route. En ce sens-là, on aurait pu déjà, dans cet esprit justement d'apaisement, pour aller beaucoup plus vers des élections plus dignes, où
toutes les composantes politiques reconnaissent l'autorité de la Cour constitutionnelle, on aurait pu déjà faire une refonte de cette Cour constitutionnelle et essayer de mettre en place une nouvelle Cour constitutionnelle. Et je crois que ça pourrait donner beaucoup plus d'espoir aux uns et aux autres. Parce que n'oubliez pas que c'est la Cour constitutionnelle qui valide chaque fois les élections au Togo. Or, cette Cour constitutionnelle a été décriée, est toujours décriée par une partie des candidats qui vont aux élections présidentielles. Donc, la feuille de route de la CEDEAO est claire à ce sujet, qu'il faut une refonte. Même si on n'a pas donné de date, dans cet esprit-là, d'apaisement, étant donné que c'est un compromis politique, le chef de l'État aurait déjà pu prendre sur lui le fait de faire démissionner les actuels membres et de faire une recomposition de cette CENI, étant donné que lui-même, il va nommer des représentants, l'Assemblée nationale nommera des représentants, le Conseil suprême de la magistrature aussi, etc., etc. Donc, on aurait pu faire en sorte que ce compromis-là puisse déjà se faire voir au niveau de la composition même de la Cour constitutionnelle. C'est que à chaque fois qu'on demande aux gens de démissionner, on oblige les gens à faire des choses, ça remet encore fondamentalement en cause Et si ce ne sont pas les enjeux, ce ne sont pas les partis politiques qui sont, les membres de partis politiques qui sont en jeu ici. Parce que, a priori, les membres de la Cour constitutionnelle n'ont pas de couleur politique. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne doit avoir de couleur politique. Donc, ici, ce n'est pas une question de remettre en cause les avantages de certains partis au détriment de certains. Donc, étant donné que c'est une Cour constitutionnelle qui n'a pas de connotation ni de couleur politique, on aurait mieux fait de faire démissionner, bien de dissoudre complètement. Tout simplement, la Cour constitutionnelle et de procéder à la formation, à la nomination, à la désignation des nouveaux membres d'une nouvelle Cour constitutionnelle avant même les élections législatives, avant les élections municipales et surtout dans le cadre de la présidentielle de 2020. Mais je ne sais pas ce que dit la Constitution là-dessus. J'avoue que je n'ai pas encore téléchargé la Constitution dans sa nouvelle version. Mais est-ce qu'il est possible de démissionner la Cour constitutionnelle? Il y a aussi cette question qu'il faut poser. Mais le chef de l'État a toute prérogative. Le chef de l'État on sait qu'il peut dissoudre l'Assemblée, mais est-ce qu'il peut dissoudre une Cour constitutionnelle? Ce que je voulais dire, c'est que c'est la feuille de route qui est un compromis politique qui demande que la Cour constitutionnelle soit réformée. Oui. Sans donner de délai, on est clair là-dessus. Mais oui, ça, je suis d'accord. Sans donner de délai. Mais il est clair qu'on allait dans un sens d'apaisement. Étant donné que les troubles politiques qu'a connu le Togo depuis le 19 août 2017 jusqu'au 31 juillet 2018, ces troubles politiques, c'est dans le cadre de ces troubles politiques pour trouver un dénouement à cette crise-là que la CEDEAO a pondu sa feuille de route. Et dans cette feuille de route, la CEDEAO dit clairement qu'il faut réformer la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que l'opposition a toujours dit que cette Cour constitutionnelle-là est à l'avantage du pouvoir. Et pour faire taire toutes ces suspicions de fraude ou bien d'appartenance à UNIR, il était clair que la CEDEAO a dit, bon, maintenant, faisons table rase de cette Cour constitutionnelle-là, mettons en place une nouvelle Cour constitutionnelle. Pourquoi attendre alors que le mandat de ceux-ci finisse avant de la recomposer. Si le mandat même devrait finir, je suis certain que la CEDEAO allait préciser qu'il faut attendre que leur mandat finisse avant. Mais la CEDEAO a été claire, il faut une recomposition de la Cour constitutionnelle. Donc, moi, je pense que ce n'est pas que la CEDEAO demande qu'il faut que. Mais le chef de l'État peut prendre cette prérogative-là de dire, voilà, dans le cadre de la feuille de route, ben voilà, je dissous la Cour constitutionnelle et voilà, on met en place une nouvelle Cour constitutionnelle. C'est tout à fait simple. Je suis parfaitement d'accord qu'on doit recomposer cette Cour constitutionnelle. Il n'y a pas ça, on ne fait pas d'amalgame là-dessus. Maintenant, comment le faire? La procédure pour y arriver. Bon, mon frère Anani disait tout à l'heure qu'il faut que le chef de l'État dissolve la Cour constitutionnelle. Dans les prérogatives de la feuille de route. Dans les prérogatives de la feuille de route. Après, c'est sa responsabilité. S'il faut à un moment donné qu'on en oui, mais la question, c'est s'il n'a pas le pouvoir de le faire. Est-ce qu'on le la CEDEAO lui donne droit, à travers la feuille de route, de dissoudre, de réformer. Mais il y a une constitution. Nous sommes souverains, comme on le dit. Ah ben non, là, je
je vais carrément vous arrêter. Si vous êtes souverain, si vous êtes souverain, pourquoi vous avez fait alors appel à la CEDEAO pour qu'elle s'immisce dans le débat interne du Togo? La CEDEAO a facilité les échanges entre les Togolais, mais la CEDEAO ne peut pas décider pour les Togolais. Non, si on a appelé la CEDEAO, c'est parce d'abord, on se retrouve dans un organisme sous-régional et qu'il y a une charte de cet organisme-là qui, dont le Togo fait partie, qui fait en sorte qu'on a appelé cet organisme-là pour venir résoudre un problème. N'est-ce pas? Non, pour résoudre un problème. On a trouvé 2 médiateurs. Et les deux médiateurs ont vu toutes les parties. Et eux aussi, ils ont discuté entre eux. D'ailleurs, la session qui a eu lieu en juillet, à Abuja, et puis à Lomé, lors le 30. Voilà. Donc, ça a permis à la CEDEAO de s'impliquer dans le débat politique intérieur de notre pays. Et c'est la CEDEAO. Si on était vraiment souverain, la CEDEAO ne viendra pas nous dire, par exemple, d'organiser les élections législatives le 20 décembre. La CEDEAO ne viendra pas nous dire, au nom de cette souveraineté-là, que nous avons de procéder à la refonte de la Cour constitutionnelle. Donc, une fois que nous avions respecté, dans le cadre de la feuille de route, l'organisation des élections, et que la CEDEAO aussi a demandé que les élections municipales soient organisées, et que nous avons fait ça, ça veut dire que la feuille de route nous a été imposée par la CEDEAO, et que de ce fait-là, on devrait logiquement faire une refonte de la Cour constitutionnelle et nommer de nouveaux membres. Dans le contexte actuel, est-ce qu'on ne se dirige pas vers des élections contestées rapidement? Encore, oui. Ça dépend de la bonne foi de chaque acteur politique. Mais moi, je n'ai jamais vu des élections non contestées dans un pays. Même aux États-Unis, la dernière fois, les élections ont été contestées. Il y a une partie qui jusqu'au jour aujourd'hui, qui ne reconnaissent pas Trump en tant que président. Donc, les élections contestées, il y en aura toujours. Mais faire le maximum possible pour éviter... Moi, je pense que le plus important, c'est d'éviter les irrégularités. Parce que c'est ça le nœud même du problème. Il faut qu'on suive de bout en bout ces élections-là. Il faut qu'on fasse un travail sur le terrain, qu'on aille vraiment... Ça ne sert à rien de venir débattre sur les radios, sur les médias, parler, faire... mais qu'on laisse le terrain. Parce que ce n'est pas les moutons qui iront voter, c'est des gens qui iront voter. Ouais. Et ces personnes-là qui iront voter sont aujourd'hui des gens qui sont formatés pour... qui ont des idées déjà préconçues. Il faut changer cette mentalité-là. Il faut qu'on aille vers cette population-là, leur dire, leur apporter notre message, ce qu'on veut pour ce pays-là, pour qu'ils nous suivent. Et ils nous suivent jusqu'au bout. Il faut qu'ils aillent voter pour nous et qu'ils suivent ce processus-là jusqu'au bout pour qu'on donne les résultats vraiment tels que sortis des urnes. Merci Vincent Kodjo Ameganvi. Madame Soso, merci à vous également. Oui, je voulais juste saluer un ami, un artiste qui organise un concert aujourd'hui, King Vincent. En fait, la publicité pour lui, il faut qu'il passe à la facture. Je voulais simplement le saluer, l'encourager, parce qu'il faut aussi encourager nos artistes. Donc, je voulais le saluer. Merci à vous tous. C'est fini pour Le Monde en 7 d'aujourd'hui à samedi.